Salam alaikum. Nous sommes toujours dans le chapitre 2, l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Nous avons étudié la dernière fois les caractéristiques du sol et surtout les caractéristiques physiques. Dans cette capsule, nous allons étudier les caractéristiques chimiques du sol. Alors, les caractéristiques chimiques du sol. Le sol, on le sait très bien, c'est le résultat final de la dégradation de la roche-mère par l'eau. Ceci conditionne dans une large mesure sa composition chimique. Alors, quelles sont les caractéristiques chimiques du sol? La première caractéristique que nous allons étudier, c'est l'acidité du sol. Vous connaissez le pH. Donc, le pH, c'est le potentiel hydrogène. Il tient en compte la concentration des cations H+. Et dans le sol, il tient en compte aussi du niveau de saturation des colloïdes argileux et organiques, c'est-à-dire les complexes humiques. Nous savons que l'échelle d'un pH va de 1 à 14. Un milieu qui a un pH 7, c'est un milieu neutre. Un milieu qui a un pH inférieur à 7 est un milieu acide. Et si le pH il est supérieur à 7, c'est un milieu basique ou bien alcalin. Comment va-t-on mesurer le pH d'un sol? Il y a plusieurs techniques de mesure du pH du sol. La première technique que vous connaissez, c'est le papier pH ou bien le ruban pH. Vous voyez ici sur le couvercle, il y a plusieurs couleurs qui nous donnent approximativement le pH qu'on obtient sur le papier. Bien sûr, on fait cette expérience sur un filtrat, c'est-à-dire on va mélanger un échantillon de sol avec de l'eau, puis on va filtrer. Et sur le filtrat, nous allons dans le filtrat, nous allons plonger un bout de papier de pH et nous allons regarder que la couleur va changer. Dans le cas du sol calcique, nous voyons que le papier pH, sa couleur vire vers le vert foncé. Dans le cas du sol siliceux, la couleur vire vers l'orangé. Donc, le premier, c'est un sol basique, le deuxième, c'est un sol acide. Une autre technique qui permet de donner des valeurs un peu plus précises, c'est la technique d'utilisation des réactifs. Donc, selon les réactifs qu'on utilise directement sur les sols, on obtient des couleurs et chaque couleur donne approximativement une valeur de pH. Une autre technique plus précise, c'est le pH mètre. Vous l'avez peut-être utilisé en sciences physiques. Ce pH mètre nous donne exactement la valeur du pH. Nous, en classe, nous avons mesuré grâce à un matériel Exao. Donc, un matériel Exao qui est constitué d'une interface, là voilà, avec un petit écran, et puis des capteurs qui sont liés à cette interface. Chaque capteur est spécialisé dans la mesure d'une variable. On peut mesurer l'oxygène, le CO2, la salinité, la lumière, le mouvement, etc. Et ça nous donne des valeurs très précises. Dans notre cas, nous allons étudier un capteur pH. Alors, pour faire cette expérience, tout d'abord, il faut prendre deux échantillons de sol différents, les mettre chacun dans un récipient, puis verser une quantité d'eau distillée sur chaque échantillon. Après, filtrer les deux mélanges en utilisant un papier filtre pour obtenir deux filtrats. Et on va mesurer le pH à l'aide du papier pH ou bien par D'accord. Donc en classe, nous avons bien sûr auparavant préparé deux mélanges aux échantillons de sol différents. Nous avons filtré les deux mélanges, puis nous avons plongé notre capteur directement dans le filtrat et regardez sur l'écran de l'interface, on obtient des valeurs très précises. Nous avons bien sûr obtenu deux valeurs différentes de nos deux sols. Donc chacun a une acidité déterminée. Alors, le pH du sol, il augmente avec la saturation des colloïdes. Ainsi, on distingue des sols acides, des sols basiques et des sols neutres. Les facteurs responsables de l'acidité ou bien de l'alcalinité du sol sont les colloïdes
comme les colloïdes argileuses, l'activité biologique, c'est-à-dire l'activité des êtres vivants qui vivent dans le sol, et la roche-mère, bien sûr, qui est à l'origine de ce sol. Les sols calcaires sont en général basiques, alors que les sols sableux ou très riches en matière organique, en humus, sont plutôt acides. La plupart des plantes s'accommodent d'un pH autour de la neutralité de 6 à 7,5, mais certaines plantes exigent cependant une terre acide. Ce sont des plantes acidophiles, ou bien au contraire, on trouve des plantes qui préfèrent un sol calcaire, ce sont des plantes basophiles. La deuxième caractéristique du sol, c'est le complexe argilo-humique. Déjà, le terme nous montre qu'il y a un mélange entre deux substances, ou bien deux constituants, l'argile et l'humus. Nous allons donc faire une petite expérience. Cette expérience vous rappelle peut-être un cours que vous avez fait au collège sur la sédimentation des roches. On vous a dit que, ou bien vous avez observé que la sédimentation de l'argile se fait intense au niveau des estuaires, à l'encontre des rivières et la mer, c'est-à-dire les eaux marines. Et vous avez, après bien sûr une étude expérimentale, vous avez pu conclure que c'est grâce, ou bien c'est à cause du sel qui est contenu dans les eaux marines. Et nous allons faire à peu près la même expérience. Nous allons mettre de l'argile en quantité égale dans 2 béchères ou bien dans 2 tubes comme notre cas en classe. On va ajouter la même quantité d'eau, puis ajouter dans l'un des récipients du NaCl ou bien du CaO, et on va remuer à l'aide d'une spatule puis laisser reposer quelques minutes. Le résultat que nous avons obtenu en classe au labo, regardez les tubes à essai où on a fait les mélanges puis on a remué, après on a laissé reposer. Dans l'un des tubes, le dépôt s'est fait très vite et très intense. Par contre, dans l'autre tube, le dépôt se fait très lentement et il est moins dense. Là, on a dans l'autre image, regardez, dans un bécher où on a mis directement de l'argile et du CaO ou bien du NaCl, les particules, regardez, elles deviennent plus grosses et se sédimentent très vite. L'eau devient très claire après. Alors, comment s'est fait ce complexe, ou bien comment expliquer cette sédimentation intense et rapide? Donc là, si on représente les colloïdes argileuses par ce gros point rouge, qui sont chargés négativement, et si on représente le Na+, ou bien le Ca2+, qu'on a utilisé dans l'expérience avec ces petits points verts, là, on est dans un état dispersé. C'est pendant quand on a remué le mélange. Quand on a laissé le mélange se reposer, on passe à l'état flocculé, c'est-à-dire que les colloïdes argileuses attirent les cations Na+, ou bien Ca2+, et regardez, on passe à un état flocculé. Voici le complexe argilo-humique. Donc c'est une particule argileuse qui va se lier avec tous les cations qu'il y a dans le sol, qui proviennent probablement de l'humus. Donc on a ici un état flocculé. Donc regardez, il y a des liaisons qui se font, des ponts entre la particule argileuse, c'est-à-dire entre l'anion et les cations. Et bien sûr, chaque cation peut attirer des corps chargés négativement et ainsi de suite, ce qui va permettre la formation de grosses particules formées de plusieurs particules argileuses, ce qui va augmenter leur poids bien sûr et leur permettre de se sédimenter très vite. Donc le sol, il est constitué de particules argileuses, ce sont les colloïdes minéraux chargés négativement. Lorsque les particules argileuses chargées négativement se lient avec les cations, tels que le Ca2+, le Mg2+, le Na+, etc., il y a ce qu'on appelle le phénomène de flocculation. C'est quoi la flocculation? C'est le dépôt du complexe argile-cation. Donc il va se former des liaisons entre l'argile et des cations. C'est ça le phénomène de flocculation. Dans la nature, la flocculation, bien sûr, a certains effets sur l'agriculture. Alors, quel serait l'effet de la flocculation sur la fertilité du sol? Donc, toujours dans le complexe argilo-humique,
L'humus, vous le connaissez, c'est la fraction stable de la matière organique du sol. Vous vous rappelez très bien, l'humus, il provient de la dégradation de la litière. Et les particules d'argile chargées négativement se lient par l'intermédiaire de ponts cationiques, c'est-à-dire l'humus et les particules d'argile chargées négativement se lient par l'intermédiaire de ponts cationiques chargés positivement, tels que le Ca2+, Mg2+, etc., en formant un complexe argilo-humique. Alors, qu'est-ce qui permet ce complexe? Ce complexe, et grâce à la présence de molécules organiques, permet la formation et la stabilisation des grumeaux en présence d'eau. Regardez, ces grumeaux, ça nous rappelle la structure grumeleuse. Et on avait dit que cette structure grumeleuse du sol, elle est favorable à l'agriculture. Pourquoi? Regardez, la première des choses, c'est que les racines peuvent proliférer librement. La deuxième des choses, c'est la richesse en cations qui vont servir à la croissance des plantes. Donc, le complexe argilo-humique est très bénéfique au sol. Il rend le sol fertile. Récapitulons, nous allons résumer sur un tableau, en même temps lier la structure du sol avec tout ce qu'on a vu. Donc, une structure particulière, vous l'avez vu la dernière fois dans les caractéristiques physiques. La nature des constituants, on trouve des éléments grossiers tels que le sable. Et vous savez très bien que le sable n'est lié avec aucun ciment. Alors, il y a une grande porosité. Et comme il y a une grande porosité, donc, il y a une grande perméabilité, ce qui donne une faible rétention de l'eau. Il y a peu d'eau dans ce sol. En plus, il y a peu de complexes argilo-humiques, ce qui fait qu'il y a une faible rétention des ions. D'accord? Dans la structure compacte, les éléments sont très fins, tels que l'argile, limon fin, etc. Les complexes, donc, puisque ces éléments sont fins, ils sont moins perméables à l'eau, donc une très forte rétention d'eau qui va nuire aux végétaux. Et comme les complexes argilo-humiques sont peu nombreux, donc il y aura une faible rétention des ions, sans oublier que la porosité faible donne une résistance à la pénétration des racines, donc un mauvais développement racinaire. Donc la structure grumeleuse, où on trouve des constituants mixtes, et les complexes argilo-humiques sont très nombreux. D'abord, on a une forte et bonne rétention de l'eau, une bonne porosité qui permet une bonne pénétration des racines, un bon développement de l'appareil racinaire et une forte rétention des ions.